Japon un pays sûr? Peut-être, mais il a son lot d'aventures. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que ce format ne vous a pas trop manqué. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne fais pas plus souvent ce format étant donné vos bons retours. Aujourd'hui je vous propose de vous raconter l'histoire du plus gros braquage enregistré à ce jour au Japon. Ici pas de phénomènes paranormaux, d'histoires inventées ou d'apparitions de fantômes. Tous les faits qui vont suivre sont strictement réels et facilement vérifiables. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous laisser emporter par le récit. 3億円事件 1968. Nous sommes au Japon encore une fois dans la capitale Tokyo. En cette année 1968, un vent de révolte souffle sur tout le pays. Une révolte tout d'abord étudiante qui condamne les décisions arbitraires prises par le gouvernement, comme par exemple la hausse des frais d'inscription à l'université. Cette masse étudiante se sent délaissée et mise de côté par le gouvernement qui a mal préparé l'explosion du nombre d'étudiants dans les universités. Mais ce mouvement de contestation ne se limite pas aux étudiants, il va progressivement se répandre sur toutes les classes sociales du pays. Tout ça sur un fond d'anti-américanisme et du refus de la guerre au Vietnam. À tout cela s'ajoutent les différents scandales financiers dans le milieu public qui n'arrangent absolument pas la situation. 6 décembre 1968. En cette fin d'année 1968, les tensions sont toujours d'actualité, mais les grosses entreprises font figure d'exemple pour maintenir le cap. Chaque fin d'année, il y a un gros événement qui se prépare pour tous les salariés japonais, c'est la réception du bonus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup en France, peut-être à part dans le milieu financier, mais il s'agit tout simplement d'un salaire supplémentaire offert par l'entreprise à tous les employés. Et ce bonus n'est clairement pas à prendre à la légère, il correspond souvent à 2 voire 3 fois le salaire mensuel de chaque salarié. Vous imaginez donc que pour les grosses entreprises qui ont beaucoup d'employés, la somme totale à débourser est colossale. Et vous connaissez sûrement aujourd'hui l'attrait des Japonais pour l'argent en liquide. Eh bien, imaginez-vous qu'en 1968, ce bonus était versé en liquide à tous les employés. Et donc ce montant total des bonus de fin d'année était distribué aux employés en liquide, ce qui présuppose que l'argent devait être retiré à la banque en liquide. C'est dans ce contexte que nous allons suivre l'histoire de Monsieur Sugamo, directeur de la Japan Trust Bank, plus connu aujourd'hui sous le nom de Mitsubishi UFJ. Le directeur Sugamo, depuis maintenant 6 mois, reçoit chaque mois au moins une lettre de menace anonyme. Ces lettres sont à moitié manuscrites et à moitié composées de hiragana provenant de journaux découpés. Se sentant en danger, lui et sa famille, il a prévenu les autorités compétentes. Malheureusement, la police n'y prête pas beaucoup d'attention et ne cherche pas à savoir qui est l'auteur derrière ces lettres. Mais quand même, dû au contexte de l'époque, la police ne baisse pas trop non plus sa vigilance à l'égard de ces mystérieuses lettres. Et elle fait bien. Car en ce jour, le 6 décembre 1968, Sugamo va ouvrir son courrier et il va être quelque peu plus belliqueux que d'habitude. Le même procédé, des petites lettres manuscrites entremêlées de découpages de journaux. 392 caractères au total pour une seule et unique demande. Sugamo lit le courrier et il ne s'est jamais senti autant d'insécurité dans sa propre demeure. Sugamo no uchi wa bakuha suru dynamite no iroku wa sugoi zo. La police arrive chez Sugamo et inspecte les lieux minutieusement, mais il ne trouve absolument rien. Une fois en privé avec les inspecteurs, Sugamo va leur donner la dernière lettre de menace qu'il vient de recevoir. Les inspecteurs, en lisant la lettre, comprennent rapidement qu'il ne s'agit pas d'une simple menace, mais d'un chantage. Si le directeur veut échapper, lui et sa famille, à son funeste sort, il doit déposer la somme de tous les bonus de fin d'année des 523 salariés de la Japan Trust Bank à un lieu désigné. Le montant total s'élève à 300 millions de yens, ce qui correspond après conversion à environ 10 millions d'euros aujourd'hui. C'est absolument énorme. Le retrait de cette somme est prévu pour dans 4 jours et l'entreprise ne peut pas céder face aux demandes d'un agresseur. La sécurité est renforcée une nouvelle fois et l'argent va bien être retiré. Toutefois, la police et la Japan Trust Bank ne vont pas suivre la procédure habituelle et mettent en place un plan de sécurité. Le plan est le suivant. Dans 4 jours, l'argent sera récupéré à 9 h par 4 messieurs. 4 employés de la société, 2 directeurs du financement, 2 responsables de dette qui sont des vétérans de ce genre d'opération de récupération. Ils monteront dans une voiture fournie par l'entreprise avec l'argent à 9 h 15 pour arriver à 9 h 25 à l'usine Toshiba, 4,5 km plus loin. Une fois arrivé, l'argent sera en sécurité et il pourra être ensuite distribué à tous les employés. 2 parcours sont possibles. Ils décident de choisir celui-ci car une partie du chemin longe une prison rendant une attaque armée plus difficile.
Pendant ce temps, Monsieur Sugamo et sa famille seront mis en sécurité par les forces de l'ordre et c'est pas moins de 50 policiers qui attendront quelqu'un au lieu désigné ainsi que au domicile de Monsieur Sugamo. C'est vraiment fou de se dire que malgré tout le dispositif mis en place, l'auteur de cette lettre va réussir à parvenir à ses fins. 10 décembre 1968. Nous sommes 4 jours plus tard, c'est le jour J, mardi matin, et une pluie torrentielle s'abat sur Tokyo. Comme prévu, le directeur Sugamo et sa famille sont en sécurité, mais la tension est palpable. 9h. Les 4 messieurs se présentent à la banque à 9h pile comme prévu pour récupérer les 300 millions de yens. L'argent est récupéré et puis placé dans plusieurs mallettes avant d'être déposé dans le coffre de la voiture. 9h15. Départ de la voiture en destination de l'usine Toshiba à la minute près. Les employés de la voiture sont sur les qui-vive. Ils font partie des rares personnes à être au courant pour les lettres de menace envers leur directeur. Pourtant, ils ne vont pas s'apercevoir que depuis qu'ils ont quitté la banque, une voiture les suit. Le conducteur regarde dans son rétroviseur et il voit une voiture se rapprocher doucement. Non, tout va bien. La voiture tourne. La voiture ne les suivait pas, elle a tourné dans une petite intersection. 9h21. Pour un trajet d'uniquement 10 minutes, ce dernier semble absolument interminable. La voiture longe la prison, plus que 4 minutes avant d'arriver à destination. Une moto blanche de police dépasse la voiture noire et leur demande de s'arrêter d'urgence. Le policier dans l'empressement descend de la moto et vient s'adresser directement au conducteur. Entre la pluie et la méfiance, le conducteur qu'on va appeler Ging ne va baisser que de 10 cm la vitre et c'est alors qu'il entend les paroles du policier. Le conducteur Ging répond à l'affirmative. Les membres de la société présents dans la voiture en apprenant la nouvelle sont terrifiés. Apparemment, plusieurs policiers ont été blessés. Malgré leur vigilance, le criminel a réussi à faire exploser la maison de Monsieur Sugamo. Mais une mission, c'est une mission. Leur objectif reste inchangé, rejoindre l'usine Toshiba. Cependant, une nouvelle information donnée par le policier va tout faire basculer. Mais là, Gin rétorque que la voiture a été vérifiée la veille et qu'il est strictement impossible qu'il y ait de la dynamite à l'intérieur. Tout le monde sort du véhicule et commence à inspecter la voiture. Fort heureusement, cette rue n'est pas très fréquentée, donc ils ne sont pas dérangés par la circulation. Les 5 hommes s'agitent dans tous les sens en quête d'un éventuel indice. 2 sont restés à l'intérieur et les 2 autres plus le policier inspectent l'extérieur. Peut-être que la bombe fait du bruit, se dit Gin, donc il coupe le contact de la voiture. Gin à l'avant de la voiture ne trouve rien et à l'arrière non plus. La bombe n'est pas à l'intérieur de la voiture, elle n'est pas à l'extérieur non plus, mais où peut-elle bien être? Mais bien sûr, comment n'y ont-ils pas songé plus tôt? Le policier s'allonge pour vérifier sous la voiture et là... De la fumée blanche commence à émaner de sous la voiture. La bombe s'est déclenchée et elle est prête à exploser. Gin et les autres employés se précipitent en dehors de la voiture et le policier en tant qu'agent de sécurité les aide à sortir et à s'éloigner au plus vite. Dans un ultime geste de courage pour éviter que des civils ne soient blessés, le policier décide de monter dans la voiture et de l'éloigner le plus possible d'une zone habitée. 9h24. À cet instant, sous la pluie, Gin et les autres employés sont émus par le geste de bravoure du policier. Ils ne se connaissent même pas, mais il n'a pas hésité une seconde à faire son devoir en mettant sa propre vie en danger pour le bien d'autrui. 9h27. Perturbés par tout ce qui vient de se passer, Gin et les autres hommes ne peuvent pas rester plantés là. Ils se dirigent vers la station essence la plus proche et décident d'appeler leur directeur, Monsieur Sugamo. Sugamo-san, 大丈夫ですか? 自宅はどうですか? 全然大丈夫ですよ。先ほど警察から連絡出て異常がないと言われました。 C'est la confusion totale pour Gin et les autres hommes. Ça y est, tout devient enfin plus clair. Gin et les autres employés comprennent qu'ils viennent de faire une énorme erreur. Pour en avoir le cœur net, ils retournent ensemble sur le lieu de l'incident et ils voient sur le sol une flamme. Pourtant, la voiture est déjà partie depuis un petit moment. Les messieurs s'approchent et constatent qu'il s'agit d'un fumigène qui dégage une fumée blanche rapidement étouffée par la pluie. La moto du policier est toujours là et une couverture est accrochée à l'arrière. Le policier qui les a interpellés les a complètement roulés et il est parti seul avec l'argent. Toutes ces lettres, toutes ces menaces n'avaient pour objectif que ces quelques minutes qui viennent de s'écouler. Pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous refaire la scène du point de vue du criminel. 9h15.
Le criminel qu'on va appeler Kuro se trouve dans sa voiture. Il observe de loin les employés qui montent dans la leur. Comme prévu, ils mettent l'argent dans le coffre et donc il les suit sans trop s'approcher. Après avoir parcouru un peu de chemin ensemble, ils décident de tourner à droite. Il se range sur le bas-côté et jette son long manteau et dévoile sa tenue de policier. À cet endroit, il a déjà placé quelques heures auparavant une moto customisée et peinte en blanche de manière à ce qu'elle se confonde avec une moto de policier. Il tire la bâche sur la moto et il démarre. Mais dans son empressement, sa couverture s'accroche à la roue arrière de sa moto, mais tant pis, il continue sa route. Il rejoint la route qui longe la prison, dépasse la voiture et leur demande de s'arrêter. La suite, vous la connaissez déjà. Le policier va mentir sur l'explosion de la maison de Monsieur Sugamo, tout en sachant que Gin et les autres employés le croiraient car ils sont au courant pour les lettres de menace. Il va demander d'abord d'inspecter les sièges en sachant que les policiers l'avaient déjà fait, tout ça pour ne pas éveiller les soupçons. Il ne lui reste plus qu'à faire semblant de chercher, puis soudain passer sous la voiture pour allumer un fumigène et faire croire qu'il s'agit d'une bombe. Puis par la suite, il prend le volant et passe pour un héros, et en vérité, il s'enfuit avec l'argent. Maintenant que vous avez compris tout ça, on repasse au présent. 9h45. La police est alertée et les enquêteurs se sentent quelque peu pitoyables d'avoir été roulés aussi facilement et surtout par un seul homme. Ils viennent tout juste de comprendre que ce n'est pas un vrai policier qui est parti avec la voiture, mais bien le criminel qui s'est enfui avec l'argent. Un périmètre de recherche est établi autour du lieu où l'incident s'est produit. 1000 policiers, 2000 enquêteurs, 300 voitures de police et 320 motos de police sont mobilisés pour arrêter le criminel Kuro. 10h23. Une heure après l'incident et grâce au nombre de personnes colossales déployées, ils parviennent à retrouver la voiture. Elle a été abandonnée à seulement 2 km du lieu de l'incident dans le parking d'un complexe résidentiel de la ville de Koganei. Bien sûr, faut pas rêver, l'argent lui a disparu. Tout ceci prouve que le criminel est monté dans une autre voiture et a transféré l'argent dans une autre voiture pour sa fuite. Et cela prouve à quel point encore une fois il était minutieusement préparé. Malheureusement, pendant que la police se concentrait sur la recherche de cette voiture, il a probablement fui à bord d'une autre. 11 décembre 1968. Le lendemain, c'est les gros titres. Tous les journaux du pays mettent à la une ce braquage digne d'un film. Ça a été tellement relayé que même aujourd'hui, parmi les Japonais, cette histoire est très connue. Pourtant, les Japonais à l'époque ne voyaient pas forcément ce criminel d'un mauvais œil. Pourquoi ? Effectivement, à part avoir envoyé des lettres de menace, il est parvenu à dérober 300 millions de yens seul, sans violence, et n'a causé du tort à personne. C'est tout juste si les Japonais ne sont pas fiers de lui. Et la raison à ça, c'est parce que l'argent était assuré par une assurance japonaise, qui elle-même était assurée par une assurance japonaise, qui elle-même était assurée cette fois-ci par une assurance américaine. Donc en soi, ce voleur n'a pas volé le Japon ni les Japonais, mais bien les États-Unis. Et si vous vous rappelez bien, au début de cette vidéo, je vous disais qu'en 1968, l'anti-américanisme au Japon était très fort. Donc maintenant ça paraît évident pourquoi les Japonais à l'époque ne voyaient pas en mal ce criminel. Mais attendez, l'affaire n'est pas terminée. Il est temps maintenant que les enquêteurs fassent leur travail pour trouver qui est derrière tout ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'éléments étranges à travers cette enquête. Beaucoup. Mais la première chose qu'il faut éclairer, c'est bien sûr la suivante. Comment se fait-il que le criminel était au courant de l'heure, de l'endroit et du trajet choisi par les employés? Comment avait-il obtenu cette moto et cette tenue de policier? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Enquête. Littéralement, trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est la mission de tous les enquêteurs mobilisés à travers le pays sur cette affaire. Et le budget débloqué par l'État sur cette enquête est incroyable. 900 millions de yens, soit 3 fois la somme qui a été volée, et c'est pas moins de 170 000 policiers qui sont mobilisés à travers tout le pays. Après seulement quelques jours, malgré le nombre ahurissant de suspects potentiels, ils parviennent à en retirer un qui est très intriguant. Une personne qui se démarque particulièrement, un jeune, et tout le monde dans cette enquête va l'appeler Monsieur S. Mais pourquoi Monsieur S est-il dans l'œil des enquêteurs ? Point numéro 1, Monsieur S, malgré son jeune âge, 19 ans, est déjà un habitué des vols de moto ou de voitures. Il a été plusieurs fois arrêté et il est donc fiché chez les forces de l'ordre. D'autant plus que la voiture et la moto qui ont été utilisées ont toutes les deux été volées. Point numéro 2, le père de Monsieur S est policier et justement policier à moto. Aurait-il été de mèche pour communiquer les plans de la police quant au déplacement des employés? Serait-ce même son uniforme qui a été utilisé pour berner les hommes dans la voiture? Troisième point, quelques mois avant l'incident, il a proposé à un ami d'attaquer un fourgon blindé. Et enfin, quatrième et dernier point, encore quelques mois auparavant, un ami à lui a utilisé un fumigène pour faire un braquage dans un supermarché. Vous êtes d'accord pour dire que ça fait quand même beaucoup et maintenant son domicile est surveillé 24 heures sur 24. 14 décembre 1968. Des bruits se font entendre depuis la maison de Monsieur S. Il semblerait que le suspect numéro 1 et son père aient une violente dispute. Les enquêteurs placés à l'extérieur essayent d'entendre la conversation, mais n'y parviennent pas. Quelques minutes passent et le silence reprend ses droits. 15 décembre 1968.
Le lendemain, la police décide de perquisitionner le domicile du suspect numéro 1. Et ce qu'ils vont y trouver est pour le moins surprenant. Ils trouvent à l'intérieur Monsieur S. 5 jours après l'incident, un des principaux suspects de l'affaire est retrouvé mort. La police, après enquête, a conclu un suicide. Et c'est là que les choses étranges commencent. Monsieur S n'était clairement pas le genre d'homme à avoir des remords après son acte, il allait même jusqu'à frapper la table durant les interrogatoires à la police. Donc on peut exclure que ce soit les remords qui l'aient rongé jusqu'au bout. De plus, la cause de sa mort est l'ingestion en quantité létale de cyanure. Après perquisition, les policiers ont trouvé un flacon de cyanure dans le grenier de la maison. Les analyses ont prouvé une chose. Sur le flacon, il y avait des traces de doigts. Pas celles de Monsieur S, celles de son père. Il y avait des traces de doigts de son père, le policier avec qui il s'est disputé la veille, pourtant la police a conclu un suicide. Effectivement, son alibi était bon, il était au travail lorsque son fils est décédé. Surtout qu'au même moment, un rebondissement dans l'affaire arrive sur la table. À partir des lettres de menace, les scientifiques ont réussi à identifier le type de sang de l'auteur. Le sang est de type B et celui de Monsieur S décédé est de type A. Ça ne concorde pas. Ou alors l'auteur de cette lettre n'est pas la personne qui a dupé les employés sur la route. Pourtant la police a considéré que Monsieur S était innocent en justifiant que le criminel avait agi seul de bout en bout. Encore une fois, vous ne trouvez pas qu'ils vont un petit peu vite en besogne ? 21 décembre 1968. 10 jours après l'incident, une photomontage de ce que le visage du criminel pourrait être est diffusée dans tous les médias. Elle a été faite à partir des témoignages de Gin et des autres employés qui étaient dans la voiture au moment des faits. Pourtant vous ne constatez pas quelque chose d'étrange ? Cette photo, ce n'est pas un montage. Surtout que pour l'époque, on n'aurait pas pu réaliser un photomontage aussi réaliste. C'est effectivement une photo de quelqu'un qui existe qui a été utilisée, ou plutôt de quelqu'un qui a existé. La personne en question sur la photo est morte 1 an avant l'incident. Et vous pouvez imaginer la détresse des parents de ce jeune homme lorsqu'ils ont vu partout à la télé et dans les journaux la tête de leur fils décédé en tant que criminel. 3億事件の犯人でもいいから生きててくれ。 La maman balbutiait ces mots en pleurant lorsqu'elle revoyait la tête de son défunt fils. Pourquoi la police a-t-elle commis une telle erreur ? Et était-ce une erreur ? Dans le rapport qui a été donné à la police, il y a peut-être un élément de réponse. Lorsque Gin et les autres employés ont fait leur déclaration, aucun d'eux ne se souvenait vraiment du visage du faux policier. Tout s'est passé très vite, en plus c'était sous la pluie, il avait un casque, mais malheureusement, je ne me souviens plus du visage, ça ne passait pas pour les enquêteurs. Donc il est hautement probable que le portrait robot ait été fortement biaisé par les autorités lors de la prise des dépositions. Et soit dit en passant, la personne sur la photo et Monsieur S qui est décédé se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Encore une fois, un élément étrange à rajouter à cette histoire. Avril 1969. 4 mois plus tard, il retrouve la voiture du criminel Kulo avec laquelle il s'était enfui. Elle était arrêtée dans un parking à 6 km du lieu de l'incident. Bien sûr, encore une fois, pas une seule trace de l'argent, mais cette fois-ci, il y avait les mallettes. Les enquêteurs continuent inlassablement d'explorer chaque petite piste, mais à chaque fois, c'est une impasse. C'est alors que va commencer une enquête à échelle industrielle. Plus de 100 000 personnes vont être considérées comme suspects dans cette affaire et les enquêteurs vont investiguer sur toutes ces personnes. Pourtant, ils n'ont que très peu d'indices. Un individu entre 18 et 25 ans, 1m65, 1m70 de haut, il sait faire de la moto et son groupe sanguin est de type B. 2 ans après le casse, un homme de 26 ans est arrêté. Pour l'anecdote, c'était le suspect 12 301, mais 25 heures après son arrestation, il prouve un alibi qui l'innocente immédiatement. Et c'est encore pour les enquêteurs une énième fois un retour à la case départ. Le nombre de dossiers clôturés ne fait qu'augmenter et plus le temps passe, plus il est difficile de remonter la piste du véritable criminel. Ils vont enchaîner les arrestations, mais rien de tangible ne s'est présenté à eux. 1975. 7 ans plus tard, c'est en 1975 qu'avec une certaine amertume, les enquêteurs déclarent qu'ils n'ont rien trouvé. L'affaire est classée sans suite, le délai de prescription est dépassé. En 1988, le voleur encore inconnu est déchargé de toute responsabilité civile et donc il peut se présenter sans la crainte d'une affaire judiciaire, mais personne ne s'est présenté. En vérité, quelques personnes se sont présentées, mais c'était toutes des imposteurs. Pourtant, les billets sont numérotés et le gouvernement affirme et confirme que jamais aucun de ces billets n'a circulé dans le Japon. Pas un seul. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui a volé ces 300 millions de yens. Conclusion. Première affaire irrésolue dont je vous parle, n'hésitez pas à me donner vos théories sur le sujet si jamais vous en avez. Je vous avoue que j'ai ma petite théorie là-dessus après avoir bien écumé l'affaire, mais je ne veux pas vous influencer. Ce qui est clair par contre, c'est que depuis cet incident, le bonus des salariés de fin d'année est versé directement dans leur compte en banque. Ça ne passe plus par du cash.
En revanche, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a bien trop de faits étranges dans cette enquête. Entre les conclusions hâtives, le photomontage, le père qui n'a jamais été inculpé, ça fait quand même beaucoup de zones brumeuses. En revanche, pour les questions qui est le coupable et où est l'argent, on ne le saura probablement jamais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager, vous le savez maintenant, c'est vraiment ce qui fait vivre ce format. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss.